Alors, bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Flavie Desgagnetier. Je suis directrice du programme en changement climatique à la Fondation familiale Trottier et je serai la modératrice de ce panel co-organisé par l'Initiative canadienne de droit climatique et les professionnels en gouvernance au Canada. Et avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais inviter Lynne Beauregard, présidente des professionnels en gouvernance au Canada, à dire quelques mots en guise d'introduction et de reconnaissance territoriale. Lynne, à toi. Lynne, tu es sur mute. Merci Flavie. Je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui pour faire les mots de bienvenue pour cette discussion sur la résilience climatique dans le secteur des services financiers. L'Organisation des professionnels en gouvernance au Canada est une association professionnelle nationale qui offre des ressources et formations pour l'amélioration de la gouvernance des sociétés. Et nous apprécions cette opportunité de vous joindre en partenariat avec l'Initiative canadienne de droit climatique. J'aimerais commencer par, en premier, reconnaître que pour ceux qui proviennent de Montréal, Montréal est situé sur un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Pour ceux qui nous rejoignent d'autres endroits aujourd'hui, je vous encourage à prendre un moment pour reconnaître et apprécier les terres et les territoires d'où vous venez. Donc, à la fin de 2023, l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, l'organisme qui supervise l'industrie financière du Québec, a publié un projet de ligne directrice sur la gestion des risques liés au changement climatique qui s'appliquera aux assureurs autorisés, aux coopératives de services financiers, aux sociétés de fiducie autorisées et aux autres institutions de dépôt autorisées. Alors, dans ce webinaire aujourd'hui, les panélistes donneront un bref aperçu de la ligne directrice et de son importance et de ses implications pour les institutions financières réglementées au Québec. L'AMF a défini des attentes en matière de risques liés au changement climatique sur 6 sujets, dont la gouvernance. En ce qui concerne la gouvernance, l'AMF s'attend à ce que les rôles et responsabilités des membres du conseil d'administration et de la haute direction soient clairement définis afin qu'ils puissent assumer leurs fonctions en matière de gestion des risques liés au climat. Et nous avons avec nous aujourd'hui un panel fantastique pour vous guider à travers cette ligne directrice ainsi que ses enjeux. Quelques 2 points de logistique pour la période de questions à la fin. Si vous pouvez utiliser la fonction Q&A pour poser vos questions au panel et nous vous en occuperons. Et maintenant, c'est avec plaisir que je repasse la parole à notre modératrice, Flavie Desgagnetier. Merci beaucoup, Lynne. Alors, je vous présente sans plus tarder nos panélistes. On est heureux d'accueillir avec nous aujourd'hui Julien Reid, directeur principal de l'encadrement et de la résolution à l'Autorité des marchés financiers, qui nous parlera donc plus amplement de la ligne directrice. Il y a aussi Sonia Litrottier, directrice de l'Initiative canadienne de droit climatique, Marie-Annick Bonneau, vice-présidente principale relations avec les investisseurs, gestion du capital, durabilité et affaires publiques, IA Groupe Financier. Et enfin, Karine Peloffi, chef de projet Finances durables à EcoJustice. Donc, je me tourne vers toi, Julien, pour commencer le bal. D'abord, est-ce que tu pourrais nous situer? Donc, Lynne a mentionné que le projet de ligne directrice a été déposé en décembre dernier. Il y a eu 2 mois de consultation. Où on en est là, dans le processus de publication? Merci. Pour commencer, si vous me permettez, j'aimerais remercier les collègues de se joindre à moi sur ce panel, des gens qui ont certainement une plus grande expertise dans le domaine que moi. Mais c'est un honneur pour moi d'être avec vous, puis aussi de remercier l'Initiative canadienne de droit climatique et les professionnels en gouvernance au Canada pour cette opportunité-là, que je pense est une première pour une ligne directrice ou prudentielle et traitement équitable du consommateur qu'on met en place au Québec. Puis je voudrais aussi le caveat habituel de préciser que les opinions que je veux partager avec vous aujourd'hui sont de nature personnelle et ne pourront lier mon organisation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens du juridique
en ligne. Alors, je voudrais que ça soit clair, mais pour qu'on ait quand même une bonne discussion. Ben, merci pour, oui, la mise à jour. Écoutez, on aurait évidemment préféré que la ligne directrice soit publiée avant ce séminaire, cette conférence. Ça vous aurait donné la lecture finale de la ligne directrice. La consultation, on l'avait étirée à la demande de l'industrie. On a donné un délai additionnel à l'industrie, donc ça s'est terminé début février. Il y avait quand même des travaux qu'on savait qui s'en venaient au niveau du BSIF. Nos collègues fédéraux, ils ont publié le mois dernier une certaine mise à jour avec des ajouts. On va être harmonisé. Ces ajouts-là se retrouveront avec les adaptations requises dans notre ligne directrice. Alors, ce qui avait été déjà par certains experts décrit comme étant quand même assez harmonisé avec le BSIF lorsqu'on a consulté, le final va se retrouver. Évidemment, avec des améliorations, parce qu'on a eu quand même plusieurs commentaires. Puis je tiens à remercier les institutions au Québec qui ont participé, mais surtout aussi des organismes autres que nos institutions, qu'on était moins habitués. CCLI, d'autres organismes, World Wide Fund, etc., qui ont aussi commenté. Alors, ça a été. Donc, on devrait arriver avec un produit final là, qui va être quand même harmonisé dans les prochaines semaines. Mais quand même, d'ici là, on a quand même fait d'autres initiatives reliées. Puis, je pourrais en parler peut-être juste à la fin de ma présentation, si tu me le permets. Parfait, super. Ben, merci beaucoup. Plongeons donc dans la ligne directrice. J'ai trouvé intéressant, là, au début, c'est mentionné, c'est stipulé très clairement dans la ligne directrice que l'AMF reconnaît que les risques climatiques sont réputés d'ordre systémique, puis ils représentent une menace réelle pour la stabilité globale, donc incluant évidemment le secteur financier, et que les institutions financières doivent maintenant tenir compte des risques climatiques dans leur processus de gestion de risque. Est-ce que tu pourrais nous faire un survol donc, de la ligne directrice, puis aussi nous expliquer en quoi ça fait partie le cadre, dans le fond, avec la mission de l'AMF comme autorité de réglementation prudentielle? Bien, j'aimerais peut-être juste, comme en premier lieu, préciser le but de la présentation aujourd'hui va être sur les aspects prudentiels, parce qu'on est un régulateur intégré. Il y a beaucoup de travaux qui se font du côté des équipes de nos collègues sur la surintendance des marchés de valeurs. Il y a une direction en finances durables avec Olivier Girardeau et son équipe qui fait un super travail là-dedans. Je n'embarquerai pas là-dedans. La présentation aujourd'hui est purement et simplement sur l'aspect prudentiel. Alors, je vous dirais que ça fait, oui, l'autorité a pour tout ça, pour tous les travaux qu'on fait en matière de changement climatique, reconnu, mais je pense que c'est reconnu non seulement par nous, que le risque climatique est un risque systémique. C'est un risque qui est déjà traité, qui est déjà pris en considération par nos institutions, mais je pense qu'on se rendait compte qu'il y avait certaines attentes plus précises qui devaient être données à nos institutions financières. Fait que ce qu'on veut, nous, c'est de renforcer la résilience du système financier, mais aussi on a un mandat différent du BSIF, on en parlera un peu plus tard, mais qui est la protection du consommateur ou le traitement équitable du consommateur. Et ça, il y a une des parties de la ligne directrice là, qui traite de ces aspects-là ou de ces attentes-là de façon plus précise. Mais ça ne fait quand même pas d'hier. C'est pas seulement récemment. Là, dans notre plan stratégique 21-25, à l'autorité, on a considéré le changement climatique, ce qui touche la finance durable, facteur ESG là, comme étant des enjeux majeurs. Puis c'était au cœur d'une des orientations qu'on a d'être un régulateur influent en appui au secteur financier québécois. Alors, on a cet enjeu-là qui est un enjeu positif, je crois, de la question de s'assurer que d'un côté, pour les marchés de valeurs et d'un côté, pour les institutions financières, parce que nous avons des institutions financières qui sont des émetteurs assujettis, d'avoir un cadre cohérent et de s'assurer que les changements climatiques et la finance durable soient prises en considération au bon niveau. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est que le BSIF a été en avance là-dessus sur nous. Première publication pour consultation de sa ligne directrice. Énormément de commentaires qui avaient été formulés sur leur première mouture. Fait que nous, ça nous a fait réaliser qu'on était peut-être mieux de tâter le pouls de notre industrie avant de se lancer dans une telle consultation. Alors, on a fait un sondage auprès de nos institutions financières qui font affaire au Québec. Je dirais peut-être une couple de centaines de personnes ou d'institutions, mais je veux pas, les chiffres sont peut-être pas précis. Mais ça a amené à un rapport qu'on a publié en 2022 qui est sur notre site Web sur les risques liés au changement climatique. Puis à partir de ça aussi, en parallèle, on a travaillé sur des travaux au niveau national au Conseil canadien des régulateurs responsables de l'assurance, ou le CCIR en anglais. Un document qui est sorti aussi là-dessus, mais plus sur le traitement équitable du consommateur en 2023. On était impliqué au niveau international avec IAIS, l'organisme international qui met les normes en place pour les assurances, tant d'un point de vue traitement équitable que gouvernance, qui nous a amené justement à essayer de parfaire notre ligne directrice qu'on a lancée en publication. Ce qui est important, c'est que oui, on se base sur les normes internationales. Oui, il y a évidemment une harmonisation avec le BSIF qui est excessivement importante. Pourquoi?
parce que les assureurs fédéraux qui font affaire au Québec ont besoin d'un permis pour faire affaire au Québec, mais on a surtout, comparativement aux autres provinces, des assureurs à charte du Québec qui sont très gros. Industrielle Alliance en est un parmi d'autres, qui ne sont pas supervisés par le BSIF. Alors donc, on se doit de trouver une harmonisation et une cohérence pour que les marchés soient effectifs. On a aussi, comme je le disais tout à l'heure, à prendre en considération les travaux qui se font du côté des valeurs mobilières pour s'assurer d'une cohérence, pour avoir un produit qui, justement, va avoir une vision 360 par rapport à l'encadrement qui va être donné pour nos institutions au Québec. Peut-être juste deux minutes sur qu'est-ce qu'une ligne directrice, parce que ceux et celles qui participent aujourd'hui, si vous êtes en conformité réglementaire, un règlement, c'est une surveillance qui est faite par conformité réglementaire. Dans notre cas, une ligne directrice n'est pas prescriptive. C'est une attente qu'on donne aux institutions. On donne les bonnes pratiques et on laisse aux institutions le soin d'instaurer, d'implanter ces bonnes pratiques-là ou ces attentes-là à l'intérieur de leur propre institution. La base étant, l'institution connaît mieux sa business que le régulateur peut le faire. Ça amène surtout un gros avantage, c'est le concept de proportionnalité. Donc, on va amener une proportionnalité pour le type d'institution. Fait que les attentes de l'autorité seront modulées selon le type d'institution qu'on a. On a un IA qui est un très gros joueur, émetteur assujetti, mais on a des mutuelles aussi en assurance qui sont très nichées dans des marchés bien précis. Qui dit mutuelle, dit conseil d'administration qui est composé de membres. Donc, là, quand on parle de diversité, de connaissances, etc., il faut aussi être capable de le calibrer. Alors, donc, ce qu'on a fait, c'est pour la ligne directrice, plus précisément sur les changements climatiques, ça a été un travail itératif. Je vous ai parlé un petit peu là, de notre retour en arrière, mais on a décidé justement, oui, de s'harmoniser avec le BSIF et de parler, le Lynn en a parlé tout à l'heure, les grands sujets sur lesquels on traite, dont évidemment la gouvernance, la gestion des risques, scénario climatique et simulation de crise. J'en parlais tout à l'heure de travaux qui s'en viennent. On a publié un communiqué de presse qui vient d'être publié le 11 avril dernier avec le BSIF. Attentes en matière de suffisance du capital, ce seront des sujets qui seront certainement au cours des prochaines années plus détaillés. Et évidemment, le traitement équitable des clients. Peut-être en terminant, pour qu'après ça, les collègues, quand ils vont pouvoir intervenir, il faut garder en tête le fait que notre ligne directrice, au moment de sa consultation et celle qui va être publiée au final, n'est pas la même, évidemment. J'ai parlé des commentaires, on a amélioré, il y a des points qui nous ont été amenés qui étaient très pertinents. Certains n'ont pas été conservés, mais là où il y a eu beaucoup de commentaires sur les questions de divulgation, la transition vers IFRS S1, S2, la suite des travaux qui se font au niveau canadien pour ces adaptations-là seront incluses dans la ligne directrice. Et oui, à ce niveau-là, nous serons harmonisés avec ce que fait le BSIF ou ce qu'a mis de l'avant le BSIF dans sa dernière mise à jour le mois dernier. Super, ben merci pour ces mises à jour. Ce sont des bonnes nouvelles, l'harmonisation. Tu disais tout à l'heure que la ligne directrice de l'AMF se distingue là, de par sa section du traitement équitable des clients. Tu pourrais-tu nous en parler un petit peu davantage? Bien, comme j'expliquais, c'est un mandat qui est donné aux provinces. C'est une compétence provinciale de traitement équitable des consommateurs pour les assureurs, je dois préciser. Pour les institutions de dépôt, alors on ne supervise évidemment pas les banques, c'est exclusif auprès du fédéral. Il y a la CFC au fédéral qui s'occupe des pratiques commerciales du côté bancaire. Mais si on parle du côté des assurances, ce sont les provinces, le CCRRA, nos collègues régulateurs provinciaux qui travaillons sur ces sujets-là. On a des travaux qui sont faits au niveau pan-canadien. On a une ligne directrice, nous, déjà depuis 2013 sur des attentes qu'on a en matière de saines pratiques commerciales qu'on a remis à jour il y a une couple d'années. On a d'autres lignes directrices, justement, qui traitent du sujet. Alors, on a décidé, étant donné que c'est un risque systémique, d'inclure dans cette ligne directrice-là des attentes précises en matière de changement climatique. Ça vient aussi compléter, je vous dirais, un mandat très important de l'autorité, qui est notre mandat en matière d'éducation financière. On a vraiment beaucoup de travail qui est fait par des équipes, je vous dirais, dédiées passionnés pour s'assurer que, justement, on puisse le plus possible donner de l'information qui soit comestible, si je peux dire, par les consommateurs. Puis avec ça, bien justement, ça vient donc faire un espèce, je vous dirais, un mandat très fort en matière de protection du consommateur. Puis ça, c'est sans dire tous les autres travaux qui sont faits au sein des autres surintendances ou équipes là, de l'autorité. Fait que nous, on considérait que c'était important que les clients, en matière de changement climatique, soient sensibilisés sur la fréquence accrue des événements climatiques extrêmes, les conséquences des risques physiques, surtout, je vous dirais transition peut-être, mais vraiment plutôt les risques physiques. En assurance de dommages, par exemple, s'il y a des exclusions pour des zones inondables ou des trucs comme ça, que ça soit vraiment clairement établi, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert.
Avec nos attentes, on a décidé de les concentrer sur la conception des produits, le processus de souscription. On parle de commercialisation des produits aussi, puis l'information qui est destinée aux clients. Un point important aussi, je pense, à rappeler ou à informer les participants, on a un comité consultatif des consommateurs au sein de notre organisation. C'est donc, oui, consultatif, mais on va le voir, ce sont des groupes de consommateurs qui y siègent, des académiques, des gens justement de différents profils, mais que justement, quand on a des aspects qui peuvent toucher les clients, on a des discussions avec eux qui nous aident justement dans la finalisation de nos textes. Ce n'est pas eux qui tiennent le crayon, mais quand même, c'est très utile. Et ce qui est important pour nous, c'est de veiller à ce que le client soit protégé tout au long du cycle de vie du produit. Ça, c'est vraiment important, de sa conception, sa vente, la vie du produit jusqu'à son extinction. Alors, un point qui est important, je pense, à rappeler, puis ça, on va, je pense, mieux le dire dans la ligne directrice, on ne veut pas forcer une institution financière à proposer des produits couvrant un risque qui pourrait être certain. C'est encore une fois basé sur l'appétit sur le risque de l'institution financière qui doit être pris en compte dans l'attente. Puis on reconnaît aussi, puis on en est bien conscient, les assureurs couvrent une probabilité, pas une certitude. Alors donc, s'il y a des endroits qui, justement, zone inondable reconnue, bon, mais là, le risque, ce n'est plus une question de gestion de risque, ça peut devenir peut-être plus une question de certitude. Le but de notre ligne directrice, c'est plutôt de s'assurer que dans cette transition-là qu'amènent les changements climatiques, on s'assure que le client soit traité de façon équitable. Alors, on a reçu beaucoup de commentaires sur cette partie-là. On l'a révisé. Vous allez voir la mouture finale. Je pense que ça devrait, j'ose croire, répondre aux commentaires. Mais une chose qui est certaine, certains semblaient dire vous devriez peut-être la retirer ou la mettre différemment. Mais on considérait qu'étant donné la nature systémique du risque, ça militait pour garder une section distincte dans cette ligne directrice-là prudentielle. Parfait, merci, ça éclaire nos lanternes. Juste avant de commencer le webinaire, là, tu partageais aux autres panélistes toutes les autres belles initiatives que vous avez sur la table, notamment avec le BSIF. Pourrais-tu nous parler des prochaines grandes étapes là, de ce que vous concoctez? Bien, ça, on en est bien fiers, puis je pense que Karine puis Éco-Justice avaient fait des commentaires à cet effet-là, l'importance justement d'exercices normalisés de scénarios climatiques, là. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, il y a un communiqué conjoint qui a été publié le 11 avril dernier, Autorité et BSIF, sur des travaux qu'on va faire avec nos collègues fédéraux. Ils avaient fait déjà un premier exercice. On avait participé aussi, mais là, vraiment, là, on fait quelque chose de beaucoup plus formalisé. Je vous invite à aller voir le site web d'Autorité avec tous les détails, mais ça, je pense que ça va être vraiment quelque chose qui va nous aider, nous, en tant que régulateurs, à mieux comprendre la résilience de nos institutions financières. Puis je pense que ça va être un énorme plus pour nos institutions financières qui vont justement pouvoir parfaire leur modèle en matière de changement climatique. On a aussi on a signé récemment avec l'ESG UQAM, la chaire en macroéconomie et prévision de l'École des sciences de la gestion, une entente avec eux sur une durée de 5 ans. Puis il va y avoir, vers la fin du programme, là, une des choses qu'on veut regarder, c'est justement la résilience financière en matière de changement climatique. Fait que ça, c'est donc une contribution qu'on a fait pour une école spécialisée dans ce domaine-là. Le communiqué de presse est sorti le 25 mars dernier. Alors, c'est tous des trucs qui se font en sus de ce qu'on va mettre à jour pour la ligne directrice, puis en sus de tout ce qui va se passer encore au BSIF puis au niveau canadien, surtout en matière de divulgation financière. Super, bon, on va suivre ça de près. Sonia, je me tourne vers toi maintenant. Donc, à l'Initiative canadienne de droit climatique, vous participez activement à tous les processus de consultation. L'AMF n'est pas votre premier, mais donc à toutes les autres autorités de réglementation financière, vous avez participé, donné vos recommandations, tant au niveau provincial que fédéral. Et donc, j'aimerais avoir ta perspective sur la ligne directrice de l'AMF, mais au regard des autres normes et des autres lignes directrices qui existent sur le marché, tant au niveau pan-canadien qu'au niveau international. Oui, merci Flavie. Ben, d'abord, je suis super contente d'être avec vous ce midi. Puis, merci à Julien d'avoir partagé un peu une mise à jour de qu'est-ce qu'il y en est dans tout ce processus-là. Puis aussi, en fait, du leadership de l'AMF, parce que bien que CCLI, donc l'Initiative canadienne de droit climatique, a participé à la consultation, puis partager des recommandations, de manière générale, CCLI soutient fortement, en fait, la ligne directrice de l'AMF. L'AMF, c'est le premier organisme de réglementation prudentielle des institutions financières au niveau provincial qui publie un projet de ligne directrice sur la gestion des risques climatiques qui démontre vraiment le leadership en fait du Québec, puis qu'on espère va inspirer d'autres provinces à faire de même. D'ailleurs, on va publier un blog en français et en anglais qui va résumer en fait cette discussion-là qu'on a ce midi. Donc, n'hésitez pas à partager le blog aux gens qui sont en fait hors Québec, justement pour
inciter d'autres provinces à faire de même. Sinon, l'autre province que j'aimerais mentionner, c'est en Colombie-Britannique, en fait, le BC Financial Services Authority, qui réglemente en fait le secteur des services financiers, a ouvert une consultation de juillet à novembre 2023, oui, sur les risques, la gestion des risques climatiques et des catastrophes naturelles. Par contre, il n'y a aucun projet qui est publié en ce moment. Donc, encore une fois, c'est pour démontrer que l'AMF est vraiment l'organisme de réglementation prudentielle des institutions financières le plus avancé au Canada. J'étais super contente d'entendre durant la présentation de Julien que j'ai bien hâte de voir la ligne finale, là, mais qu'elle va être alignée avec la ligne directrice B15 du BCIF. C'était en fait une de nos plus grandes recommandations à CCLI. Comme Julien l'a mentionné, c'est super important l'harmonisation qui se fait au niveau provincial, fédéral, puis aussi au niveau international, parce que BCIF a mis à jour en fait sa ligne B15 le mois dernier avec les normes IFRS S2. Donc, ça, c'est très bien accueilli sur ce plan-là. Puis plus particulièrement, en fait, donc nos recommandations, là, c'était de s'aligner sur la reconnaissance du risque climatique comme étant un risque transversal. Peut-être que vous l'avez vu, mais en fait, le BCIF voit maintenant, analyse le risque climatique comme un risque transversal depuis ce mois-ci, en fait. Donc, c'est de dire que les institutions financières, ça va avoir un impact sur comment ils évaluent le risque sur le risque d'affaires, la résilience financière, la résilience opérationnelle et le risque de gouvernance. Donc, comment, en fait, c'est quoi les processus pour identifier ces risques-là? Puis l'autre point, en fait, qui est une de nos recommandations par rapport à la ligne directrice B15, c'était sur l'inclusion obligatoire de la divulgation des émissions du champ d'application 3. Donc, on va voir éventuellement si la ligne de l'AMF va inclure ça. Mais pour nous, à CCLI, c'est vraiment important d'inclure cette divulgation obligatoire-là parce que, certes, collecter les données des émissions de GES du champ d'application 3, c'est difficile. C'est parfois nécessaire d'obtenir ces données-là par procuration. Mais dans le fond, le but, puis j'ai eu une discussion aussi avec Stéphane Tardif il n'y a pas si longtemps au BCIF, c'est vraiment de renforcer en fait les capacités des institutions financières puis des entreprises à aller chercher puis à aller collecter ces données-là, puis aussi d'avoir une meilleure compréhension en fait de leurs expositions aux risques climatiques dans sa chaîne de valeur, mais aussi dans ses émissions financées. Comme vous le savez peut-être, pour plusieurs institutions financières, en fait, les émissions financières peuvent représenter un des plus grands risques matériels, puis aussi contribuer au réchauffement climatique dans la mesure où aussi elles investissent dans des actifs à forte intensité de carbone. Donc, c'est vraiment pour certaines institutions financières, entreprises, secteurs, les émissions du champ d'application 3, c'est vraiment le lion là, des émissions. Donc, c'est pour ça que c'était une de nos recommandations. Mais en gros, c'est super, c'est une très bonne nouvelle d'entendre que la ligne directrice de l'AMF va être alignée avec la ligne B15 du BCIF. Puis finalement, là, donc j'ai parlé provincial avec la Colombie-Britannique, au niveau fédéral, au niveau international. Donc, CCLI, puis je sais qu'on n'est pas les seuls à soutenir ça, soutient fortement l'alignement des exigences de divulgation avec les normes internationales IFRS S2, dont le CSSB, qui est en français le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité, CCNID, qui a déjà annoncé en fait son alignement avec S2, avec le projet son projet de normes de durabilité et normes climatiques. D'ailleurs, leur consultation est ouverte jusqu'au 10 juin, donc je vous encourage ici là, à soumettre vos commentaires. Le plus de commentaires qu'ils vont recevoir, le mieux ça va être. Et comme Julien l'a mentionné, de différentes parties prenantes, pas nécessairement des parties prenantes du secteur financier, par exemple. Donc, l'alignement des normes et des exigences de durabilité climatique aux tendances internationales et fédérales, c'est vraiment, vraiment important pour l'harmonisation. Puis, c'est super juste, en fait, que l'AMF suive ces tendances-là. Super, merci Sonia. J'ai envie, Julien, juste d'ouvrir la possibilité, si jamais tu veux réagir à ça, notamment par rapport aux émissions financées. Je sais que la norme n'est pas encore, la ligne directrice plutôt n'est pas encore publiée, mais si il y a quelques informations que tu peux partager à ce sujet-là. Ouais, comme je disais tout à l'heure, on va suivre, là, le BSIF vient de publier, là, fait on va suivre, puis on va, comme je disais, je ne sais pas si je l'ai mentionné d'entrée de jeu, mais on va évidemment peut-être adapter, attendre de voir ce qu'au niveau canadien va ressortir. Mais on va aussi s'entendre avec le BSIF sur la mise en œuvre là, de toutes ces obligations-là.
Il faut comprendre aussi dans le mandat du régulateur, oui, comme je dis, c'est un risque systémique, c'est important. On a aussi un mandat d'optimisation de la charge de conformité, de s'assurer que quand on met quelque chose en place, qu'on puisse, pour avoir de la bonne information, encore faut-il que cette information-là soit disponible et qu'on puisse avoir, que les institutions puissent avoir le temps de le mettre en œuvre. Alors ça, ce n'est pas encore totalement défini, mais le principe étant que oui, ces grandes exigences-là, puis, tu sais, je disais tantôt, c'est par principe, c'est pas prescriptif, mais on s'entend quand on arrive avec un tel type de demande-là ou d'attente-là, je veux dire, c'est reconnu qu'on n'aura pas besoin d'aller par voie réglementaire. Là. C'est pas certainement, et là, encore une fois, opinion personnelle, là, mais c'est quelque chose qu'on aimerait prendre comme avenue à ce stade-ci. Mais encore une fois, il y a des questions qui, du côté des valeurs mobilières, il faudra voir aussi les travaux qui vont se produire. Eux, c'est d'un point de vue émetteur assujetti, et les informations au public. Nous, il y a ça, mais il y a l'information régulateur aussi. Fait qu'on aura cet aspect-là peut-être qui va nous, je ne dirais pas distinguer, mais définitivement, on va prendre en considération de ne pas rien que prendre ce que fait le BSIF, mais nous, avec l'aspect émetteur assujetti, devra s'assurer d'avoir une cohérence première à l'interne avant d'avoir une harmonisation avec ce que fait le BSIF. Alors, stay tuned, comme on dit en bon français. Parfait, merci. Merci, Julien. Karine, je te voyais sourire, on va revenir à toi un petit peu plus tard. Sonia, je reviens à toi. Pourrais-tu, donc on parlait de l'importance de ces risques-là pour les institutions financières, pourrais-tu nous parler un petit peu plus de ça, mais aussi au-delà des institutions financières, l'impact de la ligne directrice sur les entreprises québécoises? Oui, ben c'est sûr que les institutions financières et leurs actions climatiques sont vraiment essentielles, en fait, pour atteindre la carboneutralité. Ils ont vraiment une influence importante dans la transition, notamment parce que selon les investissements que ces institutions financières font, je l'ai mentionné tantôt, si c'est dans des secteurs à forte intensité carbone, des entreprises qui ont ou peut-être pas, en fait, des objectifs de réduire leurs émissions de GS et qui ont ou peut-être pas encore des plans crédibles pour atteindre, en fait, ces objectifs-là puis tendent vers la transition, mais elles ont aussi un rôle important dans la mesure où elles ont une opportunité vraiment importante d'investir dans des solutions plus vertes, puis d'engager justement avec les entreprises dans leur portefeuille. Donc, en fait, cette influence-là est des deux côtés. Puis on l'a vu notamment avec le secteur des assurances. Je suis super contente d'avoir Marie-Annick aujourd'hui qui peut partager sa perspective des assurances, mais c'est le secteur qui a bougé le plus rapidement, surtout en fait pour les assurances de biens et dommages. Peut-être que vous l'avez vu, mais l'an passé, en fait, State Farm, qui est une compagnie d'assurance aux États-Unis, a arrêté de fournir des polices d'assurance aux nouveaux propriétaires en Californie, étant donné le risque croissant qui est associé aux feux de forêt. Donc, ils sont trop exposés au risque. Et ça va vraiment avoir un effet boule de neige, en fait, sur les propriétaires, sur le prix de la police d'assurance, mais aussi juste sur l'accès, en fait, d'avoir d'assurance. Qu'est-ce que ça l'impact? C'est quoi cet impact-là qu'il y a sur le système financier en entier si les propriétaires ne peuvent plus avoir accès aux assurances? Donc, si je reviens à ta question, Flavie, cet effet boule de neige-là aussi va avoir un impact sur les entreprises au Québec, surtout justement si la ligne directrice finale de l'AMF inclut notamment la divulgation obligatoire des émissions de GES du champ d'application 3, dans la mesure où elles vont devoir aller chercher cette information-là. Et donc, ça va forcer les entreprises à collecter de même ces données-là, puis idéalement mieux gérer en fait leurs propres risques climatiques. Ça peut avoir aussi une influence sur leur coût de capital. Donc, le rôle des institutions financières est vraiment crucial pour eux, certes, mieux gérer leurs propres risques, mais qui va avoir un impact aussi sur les entreprises dans leur portefeuille et qui sont engagées avec ces institutions financières-là. Bien, justement, ça fait un bon lien avec Marie-Annick. Marie-Annick, je me tourne donc vers toi maintenant comme assureur, mais comme aussi l'un des plus importantes institutions financières régulées par l'AMF. Tu es notre représentante d'une institution financière autour de la table. C'est intéressant de voir ce que l'IA est en train fait, notamment sur l'intégration des risques climatiques. Vous avez déjà commencé à intégrer ça. Vous êtes signataire des principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Donc, votre cheminement est déjà commencé. Est-ce que tu pourrais nous en parler, où vous en êtes là, en matière d'intégration des risques climatiques? Oui. Donc, je trouve ça intéressant que tu amènes le fait qu'on est signataire des PRI parce qu'on a signé les PRI en 2019. Donc, à quelque part, c'est relativement récent. En même temps, quand je regarde tout le chemin qu'on a parcouru depuis ce temps-là, c'est quand même incroyable. Puis, je parle de nous, mais c'est l'ensemble
des joueurs, là, des parties prenantes qui ont énormément évolué depuis 2019. Donc, quand on est devenu signataire des PRI, c'était vraiment dans une perspective d'intégrer les principes d'investissement responsable dans notre portefeuille de placement pour avoir un impact positif, notamment en matière de changement climatique, mais pas seulement. Donc, et aujourd'hui, ce que j'aime de la conversation, c'est qu'on va souvent parler de comment les institutions financières peuvent lutter contre les changements climatiques, et ça, c'est définitivement une de ces façons-là via notre portefeuille de placement. Mais c'est rare qu'on parle des risques climatiques et de la gouvernance en général, et pourtant, c'est important. Tantôt, quand Julien a parlé, il a fait allusion au fait qu'on était un émetteur assujetti. Donc, il y a un groupe financier, en plus d'être une institution financière réglementée par l'AMF et un assureur, est aussi une compagnie inscrite à la bourse. La majorité des investisseurs institutionnels canadiens sont signataires des PRI comme nous le sommes et ont donc des attentes quand même élevées en matière de divulgation extra-financière là, de la part des compagnies dans lesquelles elles investissent, tout comme nous, on en a là, dans les compagnies dans lesquelles on investit. Donc, depuis 3 ans déjà, on divulgue en appliquant le cadre, puis là, je vais lire le nom parce que je l'oublie toujours, du groupe de travail sur l'information financière relative au changement climatique. On dit toujours TCFD, puis pour la suite là, de mes commentaires, je vais dire TCFD, là, si vous permettez. Donc, ça fait 3 ans. Et pourquoi on a commencé à faire ça dans notre réflexion? Bien, ceux qui connaissent les compagnies publiques, vous savez peut-être qu'on doit publier dans notre rapport de gestion une analyse de nos risques, mais c'est les risques matériels qui doivent être couverts dans ce document-là. Et pour nous, on s'entend là, que d'un point de vue systémique, d'un point de vue social, d'un point de vue humain, les risques climatiques sont clairement un risque matériel pour chacun de nous individuellement. Mais comme institution financière, par rapport à nos opérations, quand on analysait ce risque-là, il ne se qualifiait pas de matériel. Donc, même si c'est un risque émergent, important dans l'environnement, important pour les communautés, au final, dans notre rapport de gestion, ça ne se prêtait pas d'en parler à cet endroit-là et de faire un rapport selon le cadre du TCFD, ça nous permet d'apporter de l'information qui est vraiment utile et pertinente, principalement pour nos investisseurs, parce que c'est un document quand même assez technique, mais pour nos autres parties prenantes, c'est disponible sur notre site Web, donc tout le monde peut en prendre connaissance. On voit depuis 2 ans différentes réglementations émerger. On a parlé de la réglementation IFRS, là, les standards S1, S2. On voit que ça va être adopté au Canada. On voit les autorités réglementaires en valeur mobilière qui vont amener de la réglementation. Le BSIF l'a fait, l'AMF va le faire. Nous, on est heureux qu'il y ait une réglementation parce que sinon, les divulgations en matière de durabilité peuvent devenir du marketing. Donc, on aime qu'il y ait un encadrement et une structure. Et on est content de voir que tout le monde va dans la même direction au niveau des encadrements qui émergent puis tendent vers le TCFD. Pour ceux qui sont ici, qui n'ont jamais fait de rapport TCFD puis qui vont devoir faire un rapport qui ressemble lorsque la ligne directrice sur l'AMF sera en vigueur, je vais être transparente. Le premier, c'est quand même énormément de travail parce que ça nous oblige à vraiment à analyser sous l'angle de la gouvernance, sous l'angle de la stratégie, l'impact en termes de risques et d'opportunités, puis les mesures de mitigation qu'on doit prendre en lien avec les risques climatiques, puis vraiment de façon très holistique. Donc, notre premier rapport, ça nous a pris plus de 6 mois en équipe multidisciplinaire parce qu'on couvrait l'ensemble des opérations de l'entreprise avec l'accompagnement d'un spécialiste pour réussir à le produire. Là, ce que je dis là, ça peut faire peur. Ce n'était pas 6 mois de plusieurs personnes à temps plein, mais ce que je veux mettre en relief, c'est que c'est quand même une réflexion profonde qui doit être faite, puis ça amène une évolution puis une différence dans les façons de faire. Puis je dirais qu'en ce moment, on n'est pas à pleine maturité encore dans notre rapport TCFD puis dans cette analyse-là, parce qu'on ne fait pas pleinement de simulation de crise avec des scénarios et tout ça. Puis on a très hâte de participer d'ailleurs à l'exercice du BSIF et de l'AMF qui va nous permettre d'aller plus loin là-dessus. Donc, on voit ça d'un bon œil. Évidemment, on faisait déjà des mesures, puis on regardait particulièrement du côté de l'assurance générale, là, comment on pouvait être impacté par les changements climatiques. Mais vraiment, pour nous, c'est du positif.
Donc, mais c'est beaucoup de travail. Une fois que la réflexion est faite puis qu'on a une mise à jour à faire, ça va bien. L'arrivée des cadres réglementaires, ça nous amène aussi à voir un peu comment on pense là, notre gouvernance. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a une gouvernance en matière de durabilité et de risque climatique beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait avoir avant. Cette gouvernance-là, ça implique, c'est un peu comme ça que j'ai fait la connaissance de Sonia depuis quelques années. À chaque année, à titre d'exemple, il y a une formation qui est donnée à nos administrateurs sur la durabilité, incluant toujours un volet sur les risques climatiques. Donc, ça fait vraiment partie de l'agenda régulier au niveau du conseil d'administration. On fait une reddition de compte trimestrielle sur la durabilité, incluant le climat. On s'est doté de cibles. Puis je vais peut-être en glisser un mot. Sonia a parlé des champs 3. Il y a eu un petit échange entre Julien et les champs 3. Nous, quand on regarde nos émissions de gaz à effet de serre comme compagnie publique, on mesure ce qui est nos opérations directes. C'est que dans nos opérations directes, c'est beaucoup notre consommation énergétique dans les champs 1 et 2. Dans les champs 3, depuis toujours, on mesure aussi nos voyages d'affaires, le navettage des employés, parce qu'il y a des éléments dans les champs 3 qui sont vraiment liés à nos opérations directes comme assureurs sur lesquels on a un certain contrôle. Et ça totalise, je regarde nos données 2023 en vous parlant, environ 18 000 tonnes. Quand on regarde maintenant les émissions financées, donc dans notre portefeuille de placement du champ 3, donc ceux qui sont spécialistes, on parle ici de la catégorie 15. Aujourd'hui, on n'est probablement pas capable de toutes les quantifier parce que tous ceux qui pratiquent dans ce domaine-là savent que l'information est fragmentaire, mais on est à tout près de 390 000. Donc, moins de 20 000 pour nos opérations directes, puis tout près de 400 000 pour nos émissions financées. C'est clairement, tu sais, quand on parle de mesures de mitigation puis d'impact qu'on peut avoir comme institution financière, c'est assez évident que c'est du côté des émissions financées. Puis je trouvais important de le mettre en perspective avec du quantitatif. Un dernier élément que je voulais amener, dans notre évolution, avant même que la ligne directrice arrive, on l'intègre de plus en plus dans notre stratégie, dans notre réflexion. Puis, une des choses qu'on fait maintenant déjà, c'est dans notre processus de vérification diligente, quand on regarde des acquisitions d'entreprises, c'est un critère, là, puis c'est depuis l'an dernier, hein, on évolue, là, ça ne fait pas 10 ans qu'on fait ça, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie quand même là, de l'analyse dans une vérification diligente d'achat d'actifs. Super, merci. Marianne, peut-être très brièvement, parce que je veux qu'on se garde temps pour les questions. Puis d'ailleurs, j'invite nos participants à penser là, à vos questions. Là, ça sera bientôt, le micro sera à vous, ou plutôt le chat sera à vous, en tout cas, le Q&A. Donc, vous avez quand même un leadership par rapport à l'intégration des risques climatiques. Tu nous en as parlé largement. Vous avez fait votre évaluation des risques matériels, quantifié aussi là, vos émissions. Quel signal ça envoie qu'un organisme de régulation comme l'AMF fasse une ligne directrice sur les risques climatiques? Quel signal ça envoie? Comment ça va impacter ton travail quotidien, ça? Comment ça va impacter ce que l'IA Groupe Financier va faire par la suite? Bien, d'une part, j'en ai parlé tantôt. Nous, il y avait déjà des attentes qu'on ait une certaine structure, un cadre de la part de nos investisseurs. C'est que je dirais qu'on a déjà une rigueur, mais les institutions qui ne sont pas des compagnies d'action n'ont pas nécessairement cet élément-là. Puis, parfois, quand je regarde des rapports de durabilité, je l'ai dit, c'est plus marketing peut-être que factuel à certains égards. Donc, pour moi, d'arriver avec une ligne directrice, puis là, je ne vise pas les institutions financières, là, je veux juste être clair que je parle en manière générale, toute industrie confondue, là, mais quand on amène un cadre réglementaire, on amène une rigueur, on amène un standard, puis ça donne une meilleure information aux parties prenantes. Je pense aussi que ça aide les décideurs à l'interne de considérer
tous les angles, d'avoir moins d'angles morts, donc de prendre de meilleures décisions. Donc, moi, je le vois favorablement. Au niveau de IA, les impacts, vu qu'on avait des choses en place, ça amène quand même des changements. Présentement, au niveau de notre gouvernance, les risques climatiques étaient dans la gouvernance de la durabilité. Puis c'est sûr que notre équipe de gestion des risques les considérait quand même là, dans leur univers de risques. Maintenant, depuis qu'on sait que cette ligne directrice-là s'en vient, on a adopté une politique qui est spécifique aux risques climatiques. On est en train de se doter d'une gouvernance qui est vraiment spécifique aux risques climatiques, évidemment très connectée à celle de la durabilité. Puis on se parle beaucoup, là, on ne travaille pas en silo, mais tu sais, ça amène une structure encore plus rigoureuse que celle qu'on pouvait avoir. Puis ça va se refléter aussi dans la manière dont on va identifier et évaluer ces risques-là. Et par rapport à la ligne directrice spécifique de l'AMF, l'élément qui a été mentionné par Julien, tu sais, sur le traitement équitable des consommateurs, euh, c'est vraiment, l'AMF fait preuve de leadership. Avec ça, à ma connaissance, sur la première autorité réglementaire à amener cet élément-là. Puis, il est très intéressant, puis il est très important. Puis là, je vais parler plus à titre personnel qu'à titre corporatif, mais on sait tous qu'avec les changements climatiques, le insurance gap va devenir un problème. Donc, ça amène au moins les institutions financières à y réfléchir, là. Tu sais, Julien a été clair qu'ils n'obligeront pas les assureurs à assurer des situations qui ne sont plus des risques puis qui sont des certitudes, puis c'est normal. Mais tu sais, ça fait en sorte qu'on rend visible la position du consommateur dans tout ça. Puis ça, je trouve que c'est important. Merci énormément, Karine. La dernière et non la moindre. Donc, tu travailles pour EcoJustice, un organisme de droit environnemental pan-canadien. Tu as une expertise en finance climatique, donc on veut t'entendre. Tu as participé d'ailleurs au processus de consultation, ou en fait, EcoJustice a participé au processus de consultation de l'AMF et vous avez notamment formulé des recommandations concernant l'analyse de scénarios climatiques. Donc, l'analyse de scénario, c'est d'utiliser certaines trajectoires de décarbonisation pour évaluer l'incidence des risques climatiques sur les activités d'une institution financière. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi, selon toi, tu considères que c'est nécessaire, là, parmi les trajectoires, d'en inclure une qui maintienne la limite de réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius? Oui, bien sûr. Et je commencerai avant de critiquer, pour féliciter l'AMF pour sa collaboration avec le BCIF sur la question des scénarios climatiques. Je pense que c'est une belle opportunité et c'est un sujet extrêmement important. Cependant, nous, chez EcoJustice, on pense que l'approche doit changer un peu, surtout par rapport justement aux scénarios qui sont considérés. Particulièrement récemment, il y a un nombre croissant de publications d'experts qui soulignent le caractère inadéquat des modèles macroéconomiques conventionnels pour déterminer l'étendue réelle des risques financiers posés par le dérèglement climatique mondial. Je pense particulièrement à 3 excellents rapports là, de l'Institut des actuaires de l'Angleterre qui soulignent cela. Il y a aussi les économistes lauréats du prix Nobel Nicholas Stern et Joseph Stiglitz qui ont vivement critiqué ces modèles utilisés, affirmant qu'ils présentent des biais systématiques où les coûts de l'action climatique sont surestimés et les bénéfices sont sous-estimés. Donc, on a besoin d'exigences là, en matière de modèles et de scénarios qui exigent spécifiquement là, la prise en compte d'impacts climatiques réels et importants comme la hausse des niveaux de la mer, les migrations massives et tout ce qu'on appelle les points de bascule mondiaux. Petite aparté, qu'est-ce qu'un point de bascule? Bien, au niveau du climat, c'est au-delà d'un certain niveau d'augmentation de température, on voit un emballement ou un effet boule de neige, excepté qu'il n'y aura plus de neige. Et donc, on perd un peu le contrôle de la problématique. Le peu de contrôle qu'on a, ce sont nos émissions anthropiques. Au-delà d'un réchauffement qu'on estime au-delà de 1,5 degré, le réchauffement amène en soi-même une accélération du dérèglement climatique. Donc, on voit des écosystèmes comme l'Amazonie, les océans qui sont en ce moment des puits de carbone qui absorbent le carbone, qui, au-delà de 1,5 degré, peuvent devenir des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Même chose avec tout le méthane qui est contenu dans le permafrost. Si ça s'échappe, nous perdons tout contrôle, le système s'emballe et on s'en va directement en enfer, si je peux faire une référence biblique.
Nous pensons qu'une approche plus porteuse serait celle qui est proposée dans la loi sur la finance alignée sur le climat, qui est actuellement examinée par le Sénat. Cette dernière exigerait des institutions financières fédérales, mais ça peut s'appliquer aux provinciales, à aligner leurs activités sur le maintien d'un climat vivable. En toute transparence, j'étais l'architecte juridique de ce projet de loi rédigé sur la base de consultations avec des experts pour la sénatrice Rosa Galvez, donc je suis biaisée. Positivement, je l'espère. Ce projet de loi-là, il concentrerait tous les efforts sur le seul scénario qui compte encore, c'est-à-dire une voie qui est rigoureusement définie pour garantir plus qu'une chance sur deux de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels, sans dépassement ou avec un dépassement faible. C'est une longue phrase, mais ces détails sont d'une importance cruciale et font toujours défaut, malheureusement, dans les exercices de scénarios financiers qui sont utilisés par les régulateurs canadiens. Je reconnais, le BCIF a un scénario 1,5 qui le mandate, mais il manque tous ces détails-là. Ils sont extrêmement importants parce que si on se permet un grand dépassement au-delà de 1,5 degré, c'est exactement ce que les actuaires de l'Angleterre commencent à nous dire que, en fait, les risques sont beaucoup plus élevés au-delà de 1,5 degré que ce qu'on pensait avant. C'est donc un risque existentiel. C'est ce que je dirais. Merci. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre cet exercice-là avec le BCIF, effectivement. Le Québec a quand même un leadership là, au point de vue environnemental. On est reconnu à l'international même. On a été la première juridiction au monde à adopter une loi pour mettre fin à l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures sur notre territoire. On est en train de développer la feuille de route en finances durables en partenariat avec Finance Montréal et le gouvernement du Québec. En fait, c'est un mandat du gouvernement du Québec. Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là en finance. Est-ce que, selon toi, le leadership que le Québec a le potentiel de se refléter dans sa réglementation financière? Absolument. Oui, il faut savoir justement que à peu près 80% là, des émissions à date qui sont responsables du réchauffement qu'on voit en ce moment, c'est lié aux combustibles fossiles. C'est vraiment la source principale de nos problématiques climatiques. Et ça aura pris presque 3 décennies, en fait plus que 3 décennies, pour que cette problématique-là soit nommée directement dans une décision là, des COP, là, les processus internationaux. Donc, à la COP 28, en novembre dernier, ça a finalement été dit qu'on doit faire une transition en dehors des énergies fossiles. Et là, je ne vais pas avoir l'air de conspirationniste, mais ce n'est pas un hasard qu'on ne nomme presque jamais directement les combustibles fossiles comme étant la source du problème. Comme pour l'industrie du tabac, il y a une grande campagne de désinformation qui est en cours depuis des décennies, surtout aux États-Unis, pour éviter toute action politique sur l'enjeu des changements climatiques. Il y a 30 causes judiciarisées en ce moment devant les tribunaux aux États-Unis de gouvernements locaux qui poursuivent l'industrie fossile exactement sur cette base à cause des pratiques mensongères. Et donc, le Québec a été le premier à fermer la porte à cette industrie, du moins du côté de l'exploitation. Peut-être que nous pourrions être les premiers à nommer spécifiquement le risque de continuer de financer, supporter, assurer, faciliter cette industrie pour le climat et pour la stabilité du système financier. Et j'ai nommé 30 causes aux États-Unis. Et je voudrais aussi rappeler qu'il y a un rapport très récent là, issu de l'Université d'Oxford qui dit aussi que le risque lié au litige climatique est le risque qui est le moins bien évalué en ce moment. Et j'entendais, je ne peux pas m'empêcher, Marianne plutôt dire, oui, on sait que c'est matériel au niveau de la société en général, mais on ne jugeait pas que c'était matériel au niveau de notre industrie spécifique. Et pour avoir travaillé sur ces enjeux-là, quand je travaillais dans un bureau corporatif avant, j'ai l'impression que la seule chose qui pourrait arriver à dire que c'est un risque matériel pour une institution financière spécifique, c'est qu'il y a une poursuite qui la nomme nommément. Puis là, si on est rendu là, je pense que il sera déjà trop tard, disons, pour la gestion du risque. Je voudrais juste préciser, Karine, si je parlais risque matériel au sens réglementaire en valeur mobilière en tant qu'émetteur assujetti. Là, donc, je parlais de la même chose. Donc, on espère que justement la ligne directrice va permettre d'encadrer tout ça de façon plus rigoureuse, comme Marianne le mentionnait. Je me tourne maintenant vers l'auditoire pour ouvrir le bal si vous avez des questions. On a déjà quelques questions
dont une des questions que j'avais moi aussi pour vous. Je vais commencer avec celle-là. Tu en as parlé un peu, mais je pense que c'est une inquiétude véritable. Donc, je vous lis la question. Jusqu'à présent, nous avons mentionné plusieurs entités, normes, cadres réglementaires, donc l'AMF, IFRS, SRS2, le BSIF. Côté gestion d'actifs, ACVM, côté gestion d'actifs et assurance, est-ce qu'il y a d'autres éléments à considérer niveau pan-canadien, Québec, et en quoi la ligne directrice s'harmonise-t-elle avec le travail du Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité, là, CSSB. Donc, tu l'as mentionné un petit peu, Julien. Je ne sais pas si tu vas aller un petit peu plus en détail là-dessus. Bon, peut-être pour répondre à la dernière, je mentionnais, on va attendre, la consultation se termine au juin 2024. Je n'ai pas la date exacte, mais je sais que c'est en juin, la consultation du Conseil canadien. C'est clair qu'on va les suivre. On va quand même intégrer dans la ligne directrice, comme mentionné, comme le BSIF l'a fait le mois dernier, les normes IFRS S1, S2, S3, mais si le Conseil canadien arrive dans le cadre de ces consultations avec des adaptations canadiennes, bien là, évidemment, on va voir avec le BSIF pour arriver avec c'est un de nos enjeux. Je dirais que c'est une de nos missions, c'est de s'assurer aussi qu'on soit dans le cadre légal. Et des fois, même le cadre légal québécois peut être un peu différent du reste, de par le Code civil, entre autres, et certaines autres lois, justement, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors oui, on va s'harmoniser. Si vous me demandez aujourd'hui, la version qui était à commenter, ça n'existait pas, mais on vous annonce que ça sera dedans, mais qu'on verra si justement il n'y a pas des adaptations à faire dans un très court avenir. Pour l'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autres éléments? Écoutez, certainement. Moi, je peux bien vous dire, peut-être que là, Karine ou d'autres seront mieux placés que moi pour le dire, là, mais ceux sur lesquels on travaille en tant que régulateur intégré, justement, les ACVM sont nommés là-dedans, effectivement. Il y a beaucoup de travail qui se fait du côté des valeurs mobilières, du côté des produits d'investissement, parce que c'est excessivement important. Cet aspect-là aussi. Mais je vous dirais que si on regarde dans son ensemble, en traitement équitable du consommateur, des travaux CCRRA, on espère qu'on va inspirer d'autres provinces à peut-être se lancer là-dedans. Mais définitivement, du niveau international, ça, il y en a beaucoup. Comme je disais, IAIS est en train de réviser certains documents très importants qui vont sortir en 2024. Alors, ça sera intéressant que les gens puissent le regarder. Mariannick? Je vais un petit peu ailleurs, mais c'est une initiative du gouvernement fédéral que je trouve intéressante. Tu sais, en ce moment, il y a comme un amendement qui est envisagé à la loi sur la concurrence fédérale pour faciliter la collaboration entre les entreprises, là, même entre concurrents, pour progresser plus rapidement là, au niveau des risques environnementaux. C'est que je trouve que c'est une initiative qui est... On n'y arrivera pas seul. Là. Chaque compagnie seule ne peut pas y arriver. Il faut travailler ensemble. Donc, ça, je trouve que c'est un changement législatif très positif. Super, merci. Autre question. Donc, évidemment, bon, on sait que le tissu économique du Québec est constitué à 90 de PME. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de craintes à ce niveau-là. Question d'un participant ici, comment faire percoler l'ensemble de ces mouvements salutaires et importants en termes de réglementation face aux risques climatiques, aux pressions et exigences des PME, afin que le principal tissu économique du Québec puisse commencer à se positionner? Est-ce que quelqu'un, là, j'ouvre la possibilité à tous de prendre la parole, si quelqu'un veut parler des PME? Moi, j'aurais de la difficulté parce que on ne les encadre pas, mais je pense que c'est un peu le but de la présentation aujourd'hui, puis de voir la diversité des panélistes et des points de vue. On dit que c'est un risque excessivement important, c'est un risque systémique, puis que oui, je pense collectivement, j'en parlais tout à l'heure, nous autres, on a vraiment beaucoup apprécié avoir des points de vue autres. Ceux des institutions financières sont excessivement importants, ils vont être applicables, les attentes vont leur être demandées. D'avoir justement qu'on puisse élargir le tout. Tu en parles, Mariannick, là, côté concurrentiel, qu'on soit capable de sauter toutes les barrières qu'on peut avoir, là, puis de s'assurer que c'est un but commun à la fin parce qu'on n'a pas le choix. Mais définitivement que si on peut au moins avoir un certain leadership là-dedans, d'un point de vue, les marchés de valeur, du côté des institutions financières, etc., là, je parle pour ma petite cour, là, ben, que tout ce qui se passe ailleurs après puisse percoler, c'est clair. Mais là, pour les PME, peut-être Karine sera mieux placée que moi pour répondre à ça. Comme le mentionnait Sonia tantôt, il y aura un effet boule de neige certainement là, sur les entreprises québécoises. Sonia, j'ai vu que tu avais envie de ton micro, fait que je t'ouvrais peut-être la parole, puis après, Karine, on ira vers toi. Oui, bien, c'est ça. Bien, en fait, pour le côté des PME, bon, c'est sûr que je vais revenir sur mon point de effet boule de neige des institutions financières qui mandatent, en fait, de manière obligatoire de divulguer de l'information qui va avoir un effet sur les PME. Je tiens à dire aussi qu'en Europe,
Il y a déjà des réglementations, en fait, éventuellement qui vont s'appliquer aux PME qui devront, en fait, divulguer de l'information financière liée au changement climatique. On n'est pas là au Québec, mais c'est juste, en fait, pour démontrer les tendances que pas à cause qu'on a une PME, qu'éventuellement, on n'a pas, à réfléchir sur ces questions-là. Moi, j'ai beaucoup aimé le point de Marie-Annick plutôt quand elle disait ça te force, en fait, d'avoir une réflexion de manière holistique sur toutes tes opérations, tes investissements. C'est pas juste un truc qu'on met de côté. Donc, les PME en ce moment, il n'y a rien d'obligatoire au Québec, au Canada, mais on s'en sortira pas nécessairement. Vous n'allez pas être mis de côté parce que vous êtes une PME et que vous avez peut-être nécessairement moins de capacités, de ressources, à mon avis. On a juste à regarder justement ce qui se passe en Europe. Puis le deuxième point que je voulais peut-être mentionner par rapport aux PME, c'est que, puis Julien l'a mentionné, il ne faut pas attendre en fait que les réglementations soient en place pour se pencher sur ces questions-là, sur les risques et les opportunités financières liées au climat. Ça va toujours être une itération. Donc, si on attend que le CSSB, que l'AMF, que le BCIF, en fait, finalisent leurs projets, leurs propres réflexions, ça va être encore plus difficile de rattraper. Marie-Annick l'a mentionné, IA, c'est un gros groupe financier, ça prend du temps, ça prend des capacités, des ressources. Donc, si on commence d'avance à s'éduquer, à s'informer, à réfléchir à comment les risques climatiques vont impacter notre organisation, puis comment aussi notre organisation peut impacter, en fait, notre environnement, on va prendre de l'avance. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire pour les PME. Il y a aussi peut-être un rôle à jouer aussi plus au niveau du gouvernement, des subventions publiques. On a vu des places financières très ambitieuses comme Singapour qui soutiennent justement les PME financièrement là, dans la mise en place des mesures de divulgation. Karine, si vous voulez intervenir. Oui, peut-être pour quand même exprimer de la sympathie là, avec ce que ça peut impliquer comme travail pour une PME dans le cadre actuel et peut-être juste offrir une pensée alternative. Comme je le dis, depuis 30 ans, la lutte au changement climatique, on la caractérise comme réduire les gaz à effet de serre. Donc, on essaie de réglementer la conséquence du problème plutôt que la source. Les calculs sont extrêmement complexes, difficiles à comprendre, difficiles à communiquer avec le public. Personne n'a jamais vu une tonne de gaz à effet de serre. Et c'est comme si tout d'un coup, l'enjeu devient essentiellement un enjeu de comptabilisation des gaz à effet de serre et que ce serait la fin du monde si deux acteurs comptaient la même tonne de gaz à effet de serre. Pour ma part, je me dis s'il y a deux personnes qui la comptent, il y a peut-être plus de chances qu'elles soient éliminées. Mais il y aurait peut-être un cadre alternatif à réfléchir. Et là, je sais que je dis un cadre alternatif pratiquement à ce qui se fait à l'international, mais si on se disait juste les questions pertinentes à se poser au niveau du risque de transition, mettons, de l'atténuation de la crise climatique, c'est est-ce que tu utilises des combustibles fossiles? Est-ce que tu fais affaire avec des compagnies qui font des combustibles fossiles? Et est-ce que tu détruis des puits de carbone? S'il n'y a rien de tout ça qui se passe, l'analyse, selon moi, pourrait presque s'arrêter là, plutôt que de devoir compter plusieurs tonnes de gaz à effet de serre, dont la plupart ne sont pas matérielles. Donc, je me dis peut-être qu'un cadre alternatif serait plus simple, pas moins difficile à mettre en œuvre, mais peut-être plus simple. Merci, et Karine. Je crois qu'il y a un organisme qui s'appelle Capital Hub aussi qui essaye justement de voir comment toutes ces standardisations-là internationales vont affecter les PME au Canada et à l'étranger. Fait que peut-être ça pourrait être un lien à faire. Marie-Annick, si tu veux rebondir là-dessus, je te donne un 7 secondes. 30 secondes. 7 secondes. Bien, c'est peut-être mon 6 mois de tantôt qui a fait peur. Puis, je veux juste relativiser que IA est quand même une compagnie qui est complexe. Le portefeuille des placements est important. La donnée est difficilement accessible. Puis, au niveau de nos opérations d'assurance, quand on analyse ce risque-là, souvent, on se fonde sur des données historiques. Mais là, pour les changements climatiques, les données historiques ne sont pas si utiles que ça. C'est que dans notre cas, il y a une complexité qu'il n'y a probablement pas pour les PME. Donc oui, c'est quand même un effort, puis c'est beaucoup de travail, je ne vais pas le minimiser, mais il ne faudrait pas que le 6 mois que j'ai mentionné tantôt fasse peur aux gens qui nous écoutent. Merci. Julien, dernière petite question. Quelle est la date prévue de mise en vigueur de la ligne directrice de l'AMF? Je n'ai pas de date précise, mais comme j'expliquais, j'aimerais bien partir pour mes vacances estivales, l'esprit en paix, et certainement peut-être, non, l'industrie peut-être moins parce qu'ils vont avoir l'été pour jouer dedans. Mais blague à part, c'est une question de semaine. Là. Honnêtement, on aurait bien aimé, mais on a plein de choses en même temps. Alors, mais je vous dirais que d'ici fin juin, là, puis là, je ne voudrais pas me faire, je ne sais pas si j'ai des collègues qui sont en ligne, là, je ne veux pas me faire tirer les tomates, mais on va espérer d'ici la fin juin, il devrait y avoir des nouvelles de ce côté-là. Parfait, merci. Je te donne le mot de la fin, Sonia. Merci Flavie. Donc, merci à tous les panélistes d'avoir participé, d'avoir échangé vos idées,
votre propre perspective. Merci aux gens qui ont participé. Je vois qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup de aussi commentaires. On a eu vraiment un dialogue intéressant. Peut-être ça démontre qu'on aurait peut-être dû faire un événement un petit peu plus long qu'1 heure. Je remercie encore Governance Professional Canada d'avoir collaboré avec nous sur cet événement-là. C'est une discussion qui est super importante, que le leadership, en fait, de l'AMF et du Québec qui démontre, en fait, pour donner des conseils, des attentes claires en termes de divulgation des risques financiers liés au climat. Donc, je vous rappelle que l'événement va être enregistré, il va être sur notre chaîne YouTube, on va avoir aussi un blog. Donc, je vous invite à partager en grand avec les gens au Québec, mais aussi hors du Québec. Donc, merci encore et je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir, Merci beaucoup. merci. Merci.